Bonjour, bienvenue à Tourette. Tourette qui est un petit village qui fut fondé aux environs du XIIIe siècle à peu près, et qui est une ancienne seigneurie catalane, seigneurie fondée par la famille de Villeneuve, qui s'est pérennisée pratiquement jusqu'à nos jours, mais dont le dernier seigneur a péri sur l'échafaud en 1793. Voilà un petit peu l'histoire raccourcie de la saga de Villeneuve. Alors ce village est un village à vocation agricole. Monsieur le maire est très fier d'avoir conservé un petit peu l'aspect de petite Toscane tourettane, comme il dit. Effectivement, beaucoup de restes d'une ancienne agriculture, avec des cultures vivrières, avec des troupeaux, avec des moutons, du bétail. Il y a encore cette ancienne vocation qui ressort. Voilà. Le village, lui, s'est développé à partir d'une période un petit peu plus sombre qui a été celle de la désertification. Le village a été complètement vidé de tous ses habitants. Les commerces se sont décentralisés, tout est parti dans la plaine avec l'arrivée des grandes surfaces principalement. Et puis petit à petit, un soir de réflexion, on s'est dit, ma foi, ce village qui est la belle endormie, il va falloir le réveiller. Et donc on a pensé transférer ici une idée qui avait germé dans un petit village italien de la Riviera Ligure qui s'appelle Valoria. Et une association aussi de bénévoles là-bas avait récupéré pratiquement tout ce qui était portes abandonnées, vieilles maisons abandonnées, vieilles murailles, pour devenir des supports à des œuvres d'art qui avaient été confiées d'ailleurs à des élèves de l'école des beaux-arts de Gênes. À la réflexion, ma foi, avec quelques amis, nous nous sommes dit pourquoi ne pas appliquer cela à Tourette, et avec la complicité bienveillante des édiles de monsieur le maire et de son conseil municipal, eh bien on a commencé à promouvoir justement la création d'ateliers d'art, l'installation d'artistes dans toutes les disciplines, et on a développé le concept d'un musée, un musée renfermant des œuvres d'art, mais il fallait absolument que ce musée devienne un parcours à l'air libre. Donc c'est le concept du musée à ciel ouvert. Voilà, alors nous sommes devant une œuvre qui a été réalisée par un sculpteur qui s'appelle Fortuné Evangelisti et qu'il a appelé la porte de Tourette. Et il a voulu symboliser cette entrée dans Tourette et surtout rappeler la vocation agricole du village par une silhouette qui rappelle les troncs rugueux, tourmentés des oliviers. Et puis le feuillage aussi, feuillage argenté, donc les feuilles d'olivier. Voilà, alors bien sûr, cela s'insère dans le concept du musée à ciel ouvert, qui est en fait le village, le musée à ciel ouvert, dans lequel on peut se déplacer, on peut se promener et découvrir d'autres œuvres, comme par exemple ce trompe-l'œil, qui a été réalisé par une artiste locale, qui est fresquiste, qui travaille aussi beaucoup pour la décoration des intérieurs de maisons, qui s'appelle Delphine Dubois et qui a un atelier ici, dans Tourette. Et puis, dans ces petites ruelles-là, on découvre une multitude d'œuvres d'art, de tableaux principalement, qui sont accrochés. Dans les ruelles s'étagent jusqu'à la place de l'ancien château. Et au fur et à mesure que l'on se déplace au cours de cette promenade, eh bien, on découvre une grande partie de toutes ces œuvres, donc qui sont, je vous le rappelle, au nombre de 70 à peu près. Alors c'est une artiste de trance en Provence, qui est une dame qui travaille beaucoup le nu féminin. Et elle a traité ça sous la forme d'estampes japonaises. Voilà. Alors, c'est pas évident de reconnaître immédiatement la nudité. Et beaucoup d'enfants, alors là, ils voient soit des galets, alors c'est les mollets, c'est les fesses, ou une vague, donc c'est la chevelure en dessus. Il y a le petit cartouche qui donne un petit peu cette impression d'estampe japonaise. Alors tout est suggéré, mais en fait, il n'y a rien véritablement de marqué, il n'y a rien d'agressif. Ça a été aussi dans la charte, c'est-à-dire pas de pornographie, pas de choses comme ça. Et puis ce trompettiste, alors lui, il a une histoire, parce que l'artiste qui a fait ça, c'est une dame qui est handicapée, et qui avait fait ce portrait en demandant l'autorisation, bonjour madame, en demandant l'autorisation à l'épouse de ce musicien, qu'elle n'avait jamais rencontré, et qui était sur Internet. Elle a répondu d'accord, elle a fait le portrait, et il se trouve que ce musicien, l'année dernière, est venu se produire ici au Festival du Jazz, sur la terrasse du château. Et alors on l'a amené jusqu'ici pour qu'il se voie en peinture, qui est très 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 réaliste, très expressive. Et en fait, il a eu ce mot d'humour, il a dit « bah oui, mais j'étais beaucoup plus beau parce que j'avais beaucoup moins de cheveux blancs à l'époque ». Je vous propose de faire un petit tour
sur la place du Rigourier, là, une très très belle mosaïque qui a été faite aussi par un atelier de Tourette, une artiste de Tourette, Mano, avec tous les enfants à qui elle enseignait l'art de la mosaïque. C'est vraiment une très belle pièce. On va monter ? On y va. Alors voilà ce que je voulais vous montrer. Donc c'est le parage. Et la rue dans laquelle nous étions tout à l'heure, c'est la rue qui est en dessous. La place du Rigourier, c'est celle-là. Et au milieu, vous avez un damier, un carré, qui est le lieu où on a fouillé pour essayer de retrouver la rigole du Rigoulier, qui était le lieu d'évacuation sous les maisons de tous les effluents qui venaient du château. Alors Denis Baston, c'est ce sculpteur qui est établi ici, en pays de Fayence, donc, et qui se trouvait à bord du bateau Concordia, quand il a fait naufrage sur les écueils de l'île du Giglio. Voilà, et il a travaillé, il a fait il a voulu appeler ça le salon de lecture. Parce qu'en fait, cela évoque des dos de livres, couchés, debout, et effectivement, sur les dossards, il a mis des maximes, des sentences. Alors, c'est un monsieur qui a beaucoup d'humour, qui est facétieux, et qui nous a mis là des petites inscriptions, comme par exemple mes amis, les chiens, ne pissez pas sur la porte. Voilà, donc c'est un petit peu d'humour qu'il a mis là, et puis des sentences un petit peu plus senties, plus pensées. Par exemple, créer ici, c'est prendre le risque de ne pas être compris, voilà, ce qui est une vérité première pour un artiste. Et voilà les saltimbanques de Rossini. Alors ça, c'est les sculptures que vous avez là, dont une est fixée dans le mur. Voilà, ça c'est la petite place dite du terrail, l'origine du mot terrail. C'était le lieu où s'assemblaient les employés du gouverneur général de Provence, pour le roi, ça c'est l'ancien régime, et qui venaient faire ici le recensement de toutes les propriétés foncières pour acquitter l'impôt foncier. Et cela a été consigné dans des livres qui s'appelaient les livres terriers, tout simplement. D'où l'origine du mot terrail, le lieu où se tenait l'assemblée une fois par an pour payer les taxes. Et donc le sculpteur, c'était Jacques France, c'était celui qui avait été sollicité par le directeur des bustes de la République, qui était Victor Hugo. Alors le comité avait choisi ce buste, parce que d'après lui, ça convenait très bien compte tenu du bonnet phrygien, l'évocation de la République, etc. On l'a récupéré à l'époque, ici, il n'y avait pas d'atelier d'artistes, mais dans ce garage-là, on a récupéré la Marianne, et on s'est rendu compte qu'il y avait une plaque de bronze sur le côté, qui l'authentifie, et c'est une des 200 Marianne qui avait été créée par Jacques France à partir de l'original, agréée par Victor Hugo. Alors c'est une pièce de collection, c'est une pièce rare, elle a failli disparaître, heureusement on l'a récupérée, elle est dans la salle du conseil municipal de la mairie. Alors ça c'est un original, il y en avait 200. Elle avait des trous, elle était percée par les eaux de ruissellement, etc. Et ici c'était complètement mangé tout ça. À l'origine, les bustes que Victor Hugo avait en fait acceptés étaient des bustes qui avaient été prévus, c'était des maquettes qui avaient été faites donc par le sculpteur Jacques France, sur lesquelles le bandeau en écharpe portait les insignes maçonniques. Et Victor Hugo s'y est opposé. Il a dit la République est laïque, mais elle est laïque en tout. C'est-à-dire aucune manifestation, que ce soit d'appartenance à une société nouvelle, à un ordre nouveau, aux ordres maçonniques, aux rosicruciens, ou tout simplement aux philosophies religieuses, il faut qu'elles soient débarrassées de tout ça. Et il avait fait apposer sur le bandeau les dates des 3 révolutions françaises. Voilà. Et à partir de là, une partie a disparu, c'est celle que vous pourrez voir en vous approchant tout à l'heure, et on a refait une sorte de sculpture striée pour donner l'illusion d'un plissé du bandeau qui était considérablement détérioré. Le sculpteur qui est venu réaliser la copie que vous avez vue là-haut sur la fontaine a bien obligeamment accepté de boucher tous les trous avec de la résine, et à partir de là, on a travaillé, on a resculpté, on a patiné, de façon à conserver cette œuvre qui, je vous le dis, est une des 200 pièces authentiques réalisées par le sculpteur Jacques France. Et vous avez la plaque d'authentification sur le côté. Val, qui est une fille qui habite Gap et qui avait fait cette œuvre,
et qui, face à la contestation qui montait, m'a dit, écoute, hein, c'est simple, la meilleure des choses, c'est que tu repeignes toutes les bannières, que tu enlèves un petit peu tous les textes orientés, hein, qui ont cette connotation de mariage homosexuel, puisqu'il s'agit de deux femmes qui ont chacune un anneau très festif au doigt. Et puis, un petit peu partout, il y a des allusions à ce mariage pour tous, et puis aussi des petites bannières qui rappellent la joie, l'écoute, qui rappellent aussi l'amour, la tolérance. Donc on l'a décroché, on l'a enlevé. Parce que je n'ai pas voulu toucher à ce qu'elle avait fait. Parce qu'elle m'a dit, tu repeins tous ces panneaux, puis ça ne veut plus rien dire après. Ben, je dis non, parce que alors à ce moment-là, la création de l'artiste, ça veut dire que n'importe qui peut revenir dessus. La création, ça lui appartient, il ne nous appartient pas de la modifier. On l'a décroché, puis on a attendu que le vent passe, et on l'a raccroché. Puis ça va très bien. Alors, pour les projets futurs de l'association, il y a la restauration complète de la chapelle des pénitents, avec à l'intérieur un projet d'y faire travailler des artistes en collège, chacun s'exprimant librement bien entendu, mais ça sera en fait une opération dirigée collégialement de façon à donner à cette chapelle pas seulement une vocation, on va dire, religieuse pour les offices, uniquement les offices funèbres, ça serait le moyen de lui redonner de la vie. On a réussi à retrouver avec le concours d'un village partenaire qui se trouve en Italie, qui est le village de Ceriana, au-dessus de San Remo, et qu'on appelle le village des pénitents, parce qu'il y a encore 4 confréries de pénitents, parmi lesquelles 2 sont restées des confréries très actives, qui sont toujours actuellement en activité et qui poursuivent l'œuvre caritative. Alors, elles nous ont proposé de nous donner un certain nombre de pièces qui proviennent de ces fameuses croix des outrages, les croix des pénitents qu'ils portaient pour les processions de la Semaine Sainte. Ce sont des croix qui sont très grandes, elles font à peu près 2,50 m de hauteur. Elles sont décorées de tous les attributs des outrages du Christ, des outrages de la Passion. Alors, ce n'est pas encore une symbolique à orientation religieuse, mais c'est juste une préservation de la mémoire de l'action de ces confréries laïques de pénitents, mais principalement sous l'Ancien Régime. Et quand je dis laïque, parce que dans toutes ces confréries, il n'y avait aucun religieux. C'était tout simplement la prise de conscience de la part de membres de la société civile qu'il fallait faire quelque chose pour les plus déshérités. On s'est fixé comme objectif la fin de l'année 2019. Donc pour le début 2020, il faut que tout ça soit visitable, tout ça soit terminé, tout ça soit opérationnel.